Bonjour, bienvenue dans le nouveau webinaire immobilier Patrimoine 24. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 sociétés de gestion avec, on va commencer par les dames pour une fois, la société Théorème avec Gaëla Elguerwash. Bonjour Gaëla. Bonjour Benjamin. La société Accipit avec Victor Piriou. Bonjour Victor. Bonjour Benjamin. Et la société Sophidi avec Nicolas Vandenen. Bonjour Nicolas. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous sommes à l'été 2024, on est en mois de juillet 2024. On a un marché de l'immobilier, un marché de la SCPI qui s'est très fortement tendu depuis maintenant un an, quasiment. Il y avait eu des prémices au printemps 2023, mais réellement le marché a commencé à décrocher il y a maintenant un an de cela. Donc aujourd'hui, l'idée très simplement, c'est de faire un point sur ce qui s'est passé sur le marché un petit peu cette dernière année, pas forcément civile, mais sur une année glissante, ce qui s'est passé. Comment vous avez géré cette partie-là? Brièvement, parce que ça, c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé. Et puis très simplement, évoquer le futur, ce qui va se passer chez vous, comment vous anticipez, qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'immobilier déjà en termes d'investissement, et qu'est-ce qui va se passer aussi, qu'est-ce qui se passe sur le marché des parts de SCPI, parce que je crois qu'il y a parfois une dichotomie entre les deux. Donc il y a le marché de l'invest, il y a le marché de ce que vous êtes capable d'acheter aujourd'hui, et on sait que tous que on a envie de collecter parce qu'il y a des belles opportunités. Et à côté de ça, on se dit, oui, mais j'ai des marchés de parts qui sont compliqués, il y a une liquidité qui est pas là, etc., etc. On va parler de rendement, on va parler de taux d'intérêt, on va parler de tout, on va se dire la vérité. C'est vraiment l'objectif dans cet été 2024, avant que les conseillers, nos conseillers qu'on adore tous, partent en congé, qu'on leur donne un peu des inputs pour que à la rentrée, ils aient des éléments pour pouvoir aller voir leurs clients avec tout ce que l'on va leur dire. Alors, on va commencer. Je vais vous demander très brièvement, parce que en général, les gens vous connaissent, vous êtes sur le terrain, vous êtes présents, de représenter vos sociétés. Alors, je sais pas s'il y en a un qui veut commencer ou si je donne la parole. Allez, on va commencer par Victor. Je finirai par les femmes sur la présentation, et puis on alternera bien évidemment dans le déroulé. Victor, est-ce que tu peux nous représenter Accipit, s'il te plaît? Oui, alors nous, on est peut-être la plus jeune d'entre vous trois, enfin d'entre nous trois, pardon. Accipit, c'est une jeune société de gestion, mais elle reprend une expertise qui est historique, celle de la maison mère à laquelle on appartient, qui s'appelle Aquila Asset Management, et qui jusqu'ici gérait des actifs pour le compte institutionnel. Et très simplement, on accompagne ces institutionnels de deux manières, dans la gestion et la valorisation de leurs actifs immobiliers, à la fois dans les stratégies dites value add, donc création de valeur. On va réfléchir à l'usage de demain, on va adapter les actifs, c'est ça qui est très important de retenir. Et puis, on va aussi les accompagner dans une stratégie de commercialisation et donc de distribution de loyers, qu'on appelle dans le jargon property management. Et donc, de ce point de vue-là, Accipit a repris ces deux stratégies qu'on a mis au service des CGP, des family office, via des fonds value add, éligibles au 150-0 BTR, et puis la SCPI UPK, qui est disponible chez toi, Benjamin, et qui investit dans toute l'Europe pour diversifier, et qui va accompagner aussi les actifs dans leur vie pour créer de la valeur à terme. Et pour ça, on s'est rapproché d'un groupe qui s'appelle Catella, qui est présent dans 12 pays à travers 30 bureaux. Donc on va essayer de réfléchir vraiment de manière globale aux actifs qu'on achète et qu'on loge dans UPK pour avoir une distribution, mais aussi une création de valeur dans le temps. Merci Victor. Alors je vais le dire et je le redirai plus comme ça. Effectivement, c'est très gentil d'avoir cité. Toutes vos SCPI sont éligibles sur la plateforme Monimo. Je vous en remercie. Je te remercie de l'avoir dit. On a évacué le sujet, on n'en parle plus. Merci beaucoup Victor. Nicolas, est-ce que tu peux alors nous représenter ou représenter Sophidi? T'es quand même un acteur très très historique du marché de la SCPI. Oui, effectivement, donc acteur historique dans la mesure où ça fait 37 ans qu'on intervient sur ce marché de la SCPI auprès des partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on vient les voir avec une gamme de 7 SCPI, une gamme qui s'est élargie en ce début d'année 2024, une gamme qui avait démarré avec la SCPI Morante, qui fait partie des SCPI un petit peu emblématiques du marché. Donc voilà, c'est derrière ces 7 SCPI, c'est un champ de compétences assez large d'un point de vue géographique, puisqu'on a investi en France, mais à l'échelle européenne également, dans à peu près tous les pays satellites de la France, et puis une gamme qui s'oriente en termes de typologie d'actifs sur le commerce, sur le bureau, sur la logistique, sur l'hôtellerie de plein air. Voilà, là aussi quelque chose de large pour pouvoir proposer à la fois des produits diversifiés, des produits thématiques, et puis un produit qu'on a volontairement voulu positionner sur un segment plus high yield. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà en quelques mots, Sophidi, qui nous sommes.
Merci Nicolas, Gaëla, honneur. Je veux pas dire on garde le meilleur pour la fin parce que je dévaloriserai les autres, c'est pas le sujet. Mais voilà, tu as commencé par te présenter. J'ai commencé, donc à toi de nous présenter qui est Théorème. Alors, donc Gaëlle Elgoire, je suis directrice générale et un des cofondateurs de la société de gestion Théorème. Alors Théorème, société de gestion créée il y a 4 ans maintenant, en 2020. Nous gérons un petit peu moins de 700 millions d'euros d'actifs sous gestion aujourd'hui répartis sur 3 fonds. 2 fonds de capitalisation, l'un en assurance vie commercialisé en UC dans à peu près 9 compagnies d'assurance et plans d'épargne retraite. Un second dans les assurances vie au Luxembourg et en nominatif. Et le troisième, qui est le véhicule dont on va parler aujourd'hui, qui est la SCPI Login, qui a été lancée en octobre 2022, qui a vocation, on va dire, à accompagner la réindustrialisation européenne, notamment par le biais qui est le nôtre en immobilier, en se portant acquéreur de bâtiments industriels, logistiques et numériques en Europe. C'est important pour Théorème l'Europe, puisque l'intégralité de nos 3 fonds immobiliers sont 100% européens ou pan-européens. Nous n'avons aucun fonds franco-français pour l'instant dans la gamme chez Théorème. Ça pourrait venir, mais en tout cas pour l'instant, nous n'en avons pas. Et donc, lorsqu'on va parler notamment de marché tout à l'heure, et lorsque je m'exprimerai, je préfère le dire, je parle moi des marchés européens et pas des marchés français. Alors, tu peux parler, je ne sais pas si vous avez un peu de France dedans, mais il faudra en parler. C'est bien de parler de la France et de l'Europe parce que justement, ça permet aussi, quand vous avez cette diversification dans vos portefeuilles, d'expliquer aux conseillers et aux clients finaux que, voilà, justement, vous n'êtes pas que sur un marché français. On a tous, depuis les élections des clients, enfin, les conseillers ont tous des clients qui les appellent en disant c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire? Et effectivement, lorsque votre portefeuille est investi très majoritairement à l'étranger, on va être beaucoup moins impacté. Alors, on sera moins impacté sur ça, on peut être impacté sur la partie fiscale, mais c'est vrai que c'est très important de faire cette différenciation et je t'en remercie. Et c'est pour ça que c'est bien d'être 3. Tout à fait, voilà, d'être 3 et d'avoir chacun vos spécificités. Une fois qu'on a fait cette présentation, on va revenir finalement, même peut-être pas sur la fin d'année 2023, parce que on en a déjà beaucoup parlé, tout a été dit, j'ai envie de dire. On va revenir sur le premier semestre 2024. Et moi, le premier semestre 2024, j'ai envie de vous poser une question. Elle est un peu brute de décoffrage, mais c'est pour ça qu'on m'a confié cette mission d'organiser ce webinaire. Est-ce qu'on est sur une stabilisation du marché immobilier? Et je vous mets 14 points d'interrogation derrière ma question. Ou alors, est-ce qu'on a encore des baisses sur certains secteurs? Est-ce qu'on voit certaines hausses sur certains secteurs? Voilà. Où est-ce qu'on en est? On a annoncé une baisse des taux de rendement, on en parlera plus tard, mais pour l'instant, elle a eu un petit peu lieu, mais finalement beaucoup moins que ce qu'on pensait. Voilà, donc ça, on en parlera tout à l'heure, mais globalement, 2024, premier semestre, on est le 8 juillet ou le 9 juillet aujourd'hui. Quid de ce premier semestre qui vient de s'écouler? J'imagine que vous avez des chiffres, j'imagine que vous avez un peu une vision de ce qui s'est passé dans vos maisons de gestion. Tiens, Gaëlla, je te redonne la parole un petit peu pour voir France, bien évidemment, et surtout étranger, puisque j'ai bien compris que c'était une bonne partie de tes investissements. Alors, en ce qui nous concerne, les premières baisses, on les a eues, nous, en août 2022. Alors, je reviens quand même quasiment 2 ans en arrière, puisque... Ah oui, on était sur 2023, toi, ok. Oui, mais ça va expliquer pourquoi on est dans une situation qui est particulièrement favorable chez Théorème et dans nos fonds, parce que, en fait, sur le marché européen, en réalité, la maturité des baisses, elle date d'il y a près de 2 ans. C'est-à-dire que les marchés, notamment, qui investissent à taux variable, ont immédiatement appliqué des baisses de valeur pour s'adapter à ce marché, plus qu'on l'a fait typiquement en France, et Nicolas ou Victor auront peut-être l'occasion d'en parler puisqu'ils investissent davantage que nous sur ce marché français. Mais globalement, nous, les premières baisses, on les a constatées à l'été 2022. Au deuxième semestre 2022, en fait, les baisses ne sont pas forcément vues dans les valorisations de fonds, notamment de capitalisation, parce que la France jouait un rôle favorable en termes de performance encore à cette période-là. Donc nous, dans notre fonds qui est le plus gros, qui est en UC, on était sur une performance flat au deuxième semestre 2022. On a commencé à intégrer, à avoir des baisses à partir de l'année 2023 et ça a été ensuite consécutif tout au long de l'année 2023. Sur la SCPI, vous avez commencé à avoir des baisses de valeur en juin, tout simplement parce qu'il y a eu des expertises à mi-année qui ont été demandées par l'autorité des marchés financiers, mais en réalité, le marché avait commencé à se corriger bien avant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est au deuxième semestre 2024 et ta date est vraiment excellente pour ce webinaire, Benjamin.
après 2 ans, c'est pas quasiment, que moi, hein, je suis un peu responsable, mais on remercie Patrimoine 24 qui m'a demandé après quasiment, en tout cas, 2 ans de baisse successive. Alors, en fonction du rythme des valos trimestriels ou semestriels, mais globalement, on arrive après 2 ans de baisse successive sur le marché, avec, oui, une dichotomie en fonction des classes d'actifs, en fonction des géographies. Il n'y a pas eu les mêmes impacts à la baisse si on est sur du bureau, sur du commerce, de la logistique, de l'hôtellerie ou du résidentiel. Mais globalement, toutes les classes d'actifs ont baissé. Pas de la même manière, mais elles ont toutes baissé. Et on arrive, en tout cas en ce qui nous concerne, et je parle là du fonds qui a des valos les plus fréquentes, notre fonds de capitalisation, au premier trimestre, enfin positif depuis, on va dire, 6 trimestres. Ce qui est quand même extrêmement intéressant à voir, puisque notre fonds est en l'occurrence investi sur 19 pays en Europe et sur toutes les classes d'actifs d'investissement que fait notre marché immobilier. Donc chez Théorème et sur des fonds européens, on va dire assez granulaires, nous, on arrive en tout cas une période où on commence à avoir des choses positives. Après, il y a toujours des classes d'actifs qui sont un petit peu à la traîne. Je pense que le bureau, typiquement, notamment en France ou en Allemagne, n'a pas terminé d'atterrir. Mais pour le reste, en tout cas, nous, on voit des choses positives arriver, et notamment sur une classe d'actifs qu'on traite beaucoup chez nous, puisqu'on a près de 39% de cette catégorie dans notre fonds de capi, et notre SCP en est une à 100%, c'est la logistique, qui, elle, commence déjà à reprendre des couleurs, et donc avec des valorisations qui commencent évidemment à devenir particulièrement intéressantes actuellement. Alors, si je dis pas de bêtises, Gaëlla, et après je passerai la parole à tes confrères, mais l'impact que vous avez eu peut-être un peu avant le marché, c'est justement parce que vous étiez très exposé à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, au UK, qui sont des marchés qui ont plus rapidement finalement baissé que la France. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure en préambule, mais ces marchés-là ont plus rapidement et plus fortement baissé que le marché français, et donc forcément ça s'est ressenti un peu dans ces véhicules de capitalisation dont tu parles, et c'est ce qui est arrivé ensuite finalement presque 6 mois, 1 an après sur le marché des SCPI. Oui, au même titre, ils vont aussi reprogresser beaucoup plus vite que les autres en raison de leur spécificité, mais on était quand même investi. Alors ça a changé depuis parce qu'on a minoré la France et le bureau dans le patrimoine de notre fonds en question, mais on était quand même investi à 40% en France, hein, donc on avait quand même à l'époque une exposition France qui était importante, qui nous a d'ailleurs protégé de ces baisses de valeur au deuxième semestre 2022 versus celle qui commence à baisser. Mais oui, tu as raison, c'est les Nordiques, les pays anglo-saxons ont une manière d'acheter de l'immobilier qui est tout à fait différente de nous, et qui s'exprime plus vite sur les valeurs qu'on a l'habitude de le faire en France. C'est la raison pour laquelle je trouve pas ça complètement délirant, notamment moi qui gère une SCPI 100% européenne hors France, d'avoir des valos tous les semestres, par exemple. Je trouve que c'est plus normal dans un fonds pan-européen d'avoir ce rythme de valorisation du fait de ses spécificités, par exemple. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté étranger, puis il y a aussi le côté du véhicule, la SC, que par exemple qu'on peut loger dans l'assurance vie, où on se retrouve sur un mark-to-market, où là on va être obligé de valoriser de façon beaucoup plus régulière finalement les véhicules, parce ils ont des cotations hebdomadaires, mensuelles, etc. dans les contrats d'assurance vie. C'est aussi ce qui a créé cette dichotomie entre les SCPI qu'on va dire un peu nominatifs, versus des UC dans des contrats d'assurance vie. Hein. Oui. Merci Gaëlla. Victor, du coup toi un petit peu, alors vous êtes une SCPI encore un peu plus récente, votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé sur le premier semestre, j'imagine que forcément un peu moins difficile entre guillemets à traverser, et quoique il faut parler aussi de collecte, etc. Donc comment est-ce que vous avez traversé finalement ce premier semestre ? On l'a plutôt bien traversé. Après, ça fait quand même, la SCPI a été créée en juillet 2023, mais ça fait 20 ans qu'on gère des actifs pour des instituts, notamment des bureaux à la Défense qui ont un peu du plomb dans l'aile. Et en fait, si on regarde en année glissante, beaucoup de plomb dans l'aile, mais on va revenir là-dessus, il faut toujours réfléchir en fait aux usages de demain. Adapter les actifs, c'est assez important pour maximiser la distribution, parce qu'on parle d'actifs de distribution. Hein. C'est ça qui est aussi intéressant à remettre en perspective. Et donc, par rapport à l'année dernière, si on regarde un an glissant, on voit encore qu'il y a une détérioration du marché, et en particulier dans certains pays comme l'Irlande, mais qui affichent désormais des taux très intéressants, même sur des actifs qui sont de bonne qualité, qui sont qualifiés de core dans d'autres pays. Mais si on ramène cette observation à 6 mois glissants, en arrière, on se rend compte qu'il y a un ralentissement de cette dégradation du marché. Donc nous, on pense qu'il va y avoir une stabilisation, et en fait, ça s'est illustré par un retour assez timide néanmoins
des transactions sur des actifs qui sont assimilés small et mid cap parce que plus liquides. Et on a observé nous les intentions d'achat des investisseurs en actifs immobiliers grâce au MSCI BPCE Solutions Immobilières, et on voit qu'ils sont légèrement redressés. Donc là-dessus, ça nous donne un petit peu d'espoir. Et à notre sens, la reprise elle a été favorisée sur la logistique et l'activité, comme l'a dit Gaëla, sur les bureaux cœur de ville qui restent attractifs, moins ceux qui sont en région. Mais chez Accipit, on reste éloigné de la classe d'actifs de bureau. Donc on pense que aujourd'hui il y a un bon momentum pour acheter. C'est la raison pour laquelle il faut remettre la confiance au centre des transactions. Et je pense que c'est l'enjeu central, c'est la confiance et la liquidité, dont on parlera tout à l'heure. Mais avec de la confiance, on va tous pouvoir reprendre un peu de poil de la bête dans ce marché compliqué. Merci Victor. Nicolas, du coup, en tant qu'acteur un peu plus historique, donc forcément avec des véhicules plus gros, avec des véhicules comportant peut-être effectivement cette thématique bureau pour certains, l'exercice est peut-être moins facile, je suis désolé, mais il est nécessaire. Non, il est pas. Je te rassure, il est pas compliqué. Sans tomber dans la redite, je pense qu'il y a deux éléments importants à retenir. Le premier, et c'est un peu la démonstration qu'a faite Gaëla, c'est que une des complexités de ces 24 mois, voire un peu plus qu'on a traversé, c'est qu'on s'est rendu compte, et j'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte en le disant, mais qu'en fait il n'y avait pas un marché immobilier, mais bien énormément de marchés. En fonction des zones géographiques, et quand on dit zone géographique, c'est pas uniquement des pays, c'est parfois des localisations, c'est parfois on voit très bien effectivement qu'entre des bureaux en périphérie et des bureaux en plein centre des métropoles, on est sur des sujets un peu différents en fonction des typologies, et globalement on est un peu arrivé à la conclusion chez Sofidy que avoir des portefeuilles diversifiés c'était pas si mal que ça, parce que ça évitait effectivement d'avoir des expositions trop fortes sur certaines classes d'actifs qui ont pu être un peu plus challengées. Et bien malin celui qui avait la boule de cristal pour savoir que c'était pas la classe d'actifs qu'il fallait aller chercher. On a aussi une SCPI de bureau. Le fait est que on a dû composer avec ça, qu'on a composé effectivement avec des timings, des impacts plus ou moins forts et plus ou moins dans un timing en tout cas un peu différent. La conclusion au terme du premier semestre, et c'est le deuxième point que j'ai envie de mettre en avant, c'est que là où on a attaqué ce début d'année 2024 en pensant, en ayant le sentiment que le plus gros des corrections était derrière nous, on arrive au 30 juin avec ce sentiment qui se confirme, puisque dans le nouveau travail de valorisation qu'on opère sur l'ensemble des patrimoines de nos SCPI, alors qui est pas encore complètement finalisé, mais on commence quand même à avoir le sentiment que effectivement, pris de manière globale, après il faut toujours aller dans des distinguos en fonction une fois encore des zones géographiques et des typos, mais pris de manière globale, ouais, plutôt le sentiment aujourd'hui qu'on va arriver sur des patrimoines qui sont maintenant stabilisés et que on commence à avoir la lumière au bout du tunnel. Donc ça, c'est un élément important. Il reste toujours quelques classes d'actifs qui ont tardé à corriger. Gaëla l'évoquait effectivement. Les bureaux en Allemagne, les bureaux en périphérie, ça reste toujours un peu plus compliqué. Mais il y a effectivement aussi des bonnes surprises. Le commerce qui avait déjà fait une démonstration de superbe résistance au 31-12, ça continue. L'hôtellerie, ça continue de super bien fonctionner. La logistique également. Donc, tout ceci commence à faire la démonstration que on a subi ces éléments-là de correction sur les marchés immobiliers. Faut pas crier victoire trop vite, c'est certain. Faut continuer à faire preuve d'humilité, mais quand même plutôt le sentiment, en tout cas là, et on aura l'occasion de le réévoquer nous chez Sofidy une fois qu'on aura mis un petit peu le point final et bien digéré toutes ces vagues d'expertise qu'on a opérées au 30 juin, mais que voilà, on a touché le point bas et que maintenant on peut regarder un peu plus sereinement vers demain. Et ça, c'est important pour apporter des éléments de rassurance à nos partenaires, puisque il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on va peut-être évoquer après, c'est la dynamique de collecte. Là, on parlait. On va en parler justement sur le passif. Sur la liquidité, ouais. On s'est rendu compte qu'on avait des partenaires et de manière très légitime qui avaient besoin d'être rassurés sur ces éléments-là.
aujourd'hui, on va pouvoir revenir vers eux en leur apportant en toute transparence, effectivement, en venant leur expliquer comment se sont comportés le patrimoine des différentes SCPI au cours de ce premier semestre 2024. Merci. Alors, question, je ne sais pas qui peut me répondre. Est-ce que vous avez eu une demande concrètement, comme ça a été le cas l'année dernière, de l'AMF pour une expertise et une valorisation à mi-année? Est-ce que, alors, on le sait que c'est pas une demande qui est entre guillemets forcée obligatoire. Hein. L'année dernière, c'était pas le cas. Il y en a d'ailleurs qui n'ont pas fait cet exercice-là à l'époque. Est-ce que aujourd'hui, vous avez eu des demandes, on va dire un peu insistantes de l'AMF pour refaire des valorisations à mi-année? Alors, je vais m'exprimer parce que c'est passé, ça y est, dans les textes. Hein, c'est valable depuis le 4 juillet 2024, donc c'est obligatoire dorénavant. Il va juste y avoir un petit décret parce que il va être fixé si c'est de l'externe ou de l'interne, mais ça y est, c'est obligatoire dorénavant. Bon, c'est passé juste après le 30 juin, donc certains ne les font peut-être pas, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, chez Théorème, nous avons fait des expertises à mi-année pour la SCPI Login. Qui sont bonnes et je pense que la quasi-totalité du marché s'est pliée à ces expertises au 30 juin. En tout cas, je l'espère. Pour, on va dire, plus de transparence, je pense qu'aujourd'hui, c'était important justement pour nos amis CGP et les associés de nos SCPI que d'avoir ces chiffres au 30 juin pour savoir exactement la trajectoire de leurs fonds. Ok. Peut-être juste pour, oui, vas-y, pour Nicolas. compléter les propos de Gaëla, fin mai, l'ASPIM, donc l'association professionnelle qui rassemble quand même une très très grande majorité, c'est pas la totalité des sociétés de gestion, mais a fait redescendre à ses adhérents une demande d'opérer le même exercice que l'année dernière. Alors là, pour le coup, la demande, là où l'année dernière, on avait eu la demande mi-juillet, on l'a eu un peu plus tôt et de toute façon, la quasi-totalité des acteurs s'était mis aussi en ordre de marche pour le faire. Et effectivement, là où le clou a été plus que largement enfoncé, c'est comme le souligne Gaëla, il y a un décret qui maintenant a rendu la semestrialité, je sais pas si c'est très français de l'amener comme ça, mais en tout cas des on va l'accepter. Je vais appeler Larousse. Je vais appeler Larousse. Non, je vais appeler Larousse et je t'assure que ce mot sera dans le Larousse à partir de 1er janvier 2025. Mais je trouve que c'est effectivement et la demande de Gaëla et je trouve que c'est effectivement même si on parle d'un marché sur long terme, d'un marché immobilier, etc. Cette valorisation finalement à 2 fois par an peut avoir du sens aujourd'hui au regard des attentes finalement des investisseurs sous-jacents. Et ça m'amène et je vous remercie pour cette transition. Vous êtes parfait. Je vais vous donner la main pour animer ce webinaire. Ça va me donner la main sur la question suivante qui est et tu évoquais le sujet un peu aussi, Nicolas. Quid finalement de la collecte? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vous demande pas forcément des chiffres parfaitement détaillés, mais sachant qu'ils sont de toute façon en général publiés sur vos BT. Quid de la collecte et surtout, quid de la liquidité départ? Alors, on parle de vos SCPI, on parle du marché en général, mais c'est un gros sujet qui a freiné quand même beaucoup d'investisseurs, hein, très clairement, depuis maintenant un an et demi, qui a ralenti le marché très fortement. Ah oui, mais je peux pas vendre mes parts. Qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il en est, en tout cas de votre point de vue, chez vous? Est-ce que vos SCPI sont liquides? Qu'est-ce que vous voyez comme collecte en tout cas? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est légèrement positif? Est-ce que ça repart très fortement? Moi, j'ai très clairement sur Wanimo, on a ressenti un petit regain de collecte début juin. Donc, le mois de juin et le mois de juillet sont plutôt des mois assez porteurs au regard de ce qu'on a pu connaître sur les 5 premiers mois de l'année. Bon, maintenant, est-ce que le contexte politique en France va changer la donne? Ça, c'est quelque chose qui sera analysé dans les jours, les semaines à venir. Mais on est en train de perdre Victor, c'est pas très grave. Non, j'avais plus de batterie. Ah d'accord, pardon. C'est du direct, hein, on vous l'avait dit. Donc voilà, effectivement, est-ce que ce contexte, d'abord, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Et puis est-ce que le contexte politique, du coup, l'analyse que vous en faites, est-ce que ça peut avoir un impact? Je sais pas. Et on va commencer par Victor. Ensuite, on enchaînera par Gaëla ou par Nicolas et on finira par Gaëla. Allez, Victor. Alors, pour répondre à ta première question, le contexte politique, oui, il y a une incidence, on le voit, parce qu'il y a une inconnue qui est totale. Ensuite, si on regarde au premier trimestre, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait environ, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez, 780 millions d'euros de collecte net. C'est important pour aller entre le net et le brut. Et j'ai quelques chiffres. On a les 3/4 de cette collecte qui a été fléchée vers les SCPI diversifiés.
Donc je rejoins Nicolas, ce que tu as dit tout à l'heure, il est très important aujourd'hui de retrouver une diversification au sein des SCPI, mais aussi dans l'allocation globale de SCPI. Et ça, il faut que les particuliers, les CGP se reprennent conscience de ça, parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des problèmes de liquidité dans les contrats d'assurance vie, parce que tout le monde s'est mis à acheter des SCPI à la mode. Et on a une nouvelle tranche qui arrive, en tout cas, on en fait partie, c'est les SCPI sans frais d'entrée, pour que 100% de la collecte soit investie, qui représente 17% de cette collecte. Alors qu'on est allez, si je me trompe pas, avec les nouvelles qui viennent de se lancer, on est combien? 6 acteurs, 7 acteurs aujourd'hui? 4 acteurs? Sans frais d'entrée, 4 et demi. Voilà, on va dire. Voilà. Et puis, on le voit, la divergence aussi, il y a que 5,5% de la collecte globale, donc de 760 millions d'euros, 780 millions, qui a été fléchée vers les SCPI de bureau. Alors que les SCPI de bureau représentent, si je me trompe pas, 60% de la capitalisation globale du marché. Donc, on a un ralentissement, mais on a un ralentissement là aussi avec une forte dichotomie, parce que on a une volonté aujourd'hui d'être beaucoup plus ventilé d'un point de vue de classe d'actifs et diversifié. Et ensuite, on a une réflexion, même s'il faut pas créer une guerre entre les jeunes SCPI comme Gaëla et moi faisons partie, même si on est les plus jeunes, et Nicolas avec Sophie, parce que nous on pense fondamentalement que il faut faire confiance à une équipe de gestion et non pas à un momentum de performance de distribution sur le court terme. J'ai une phrase que j'aime bien chez Accipit, on s'interdit de décevoir et on s'autorise à surprendre. On est aujourd'hui tout neuf. Et donc nous on préfère aujourd'hui annoncer une distribution de 5,5 dans le temps, parce que c'est 22 ans, alors qu'aujourd'hui on est 3 points au-dessus en termes de taux de distribution, pour justement qu'il n'y ait pas dans 20 ans, parce que c'est des cycles, et Gaëla me l'a rappelé lorsqu'on était devant nos partenaires la dernière fois, qu'il y a des cycles, et qu'on verra tous des cycles plus ou moins intéressants pour nous. Donc la liquidité, évidemment, il y a une problématique. La collecte est aujourd'hui ralentie, mais très bien fléchée, et qu'il faut aujourd'hui remettre, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la confiance au centre pour éviter des blocages et une paralysie du marché. Merci. Alors moi je rebondis sur ça effectivement, et ça c'est vraiment un credo en tout cas que nous on peut avoir sur la plateforme quand on commercialise vos SCPI, c'est cette fameuse allocation d'actifs, cette diversification de maisons de gestion géographique et sectorielle, et c'est intéressant aujourd'hui parce que justement vous avez cette complémentarité vos 3 sociétés de gestion, mais je suis assez d'accord avec toi, et c'est primordial. Il n'y a pas ce combat entre jeunes et anciennes SCPI, c'est vraiment faire des allocations d'actifs et faire confiance à des équipes de gestion qui sont en place depuis de très longues années notamment, et pour des anciennes, mais on peut aussi avoir des équipes de gestion avec une très grande expérience sur des SCPI nouvelles. Donc je rejoins complètement ton discours, et ça rejoint ce que nous on prêche en tout cas, c'est la diversification et l'allocation d'actifs sur les SCPI comme les conseillers le font en assurance vie. Gaël sourire, je ne sais pas si j'ai dit une bêtise ou si tu es d'accord avec moi, j'ai peur de la suite. Non, je rigolais parce qu'effectivement il y a des jeunes sociétés de gestion avec des vieux gérants. Et voilà, et ben c'est exactement ça. Voilà, donc on bénéficie de l'expérience des vieux géants sur une société récente. Du coup, Gaëla, ton point de vue un peu sur cette collecte, sur la liquidité, etc. Pardon, alors, juste Victor, du coup, aujourd'hui votre SCPI. Alors, j'imagine que comme vous êtes sans frais d'entrée, vous devez avoir une période de blocage, donc forcément, vous avez peut-être pas cette problématique de sortie aujourd'hui. Voilà, nous, si on avait des problématiques de sortie, alors que ça fait 1 an qu'on existe, on se remettrait en question. Et on n'a pas fait appel à d'institutionnels, on n'a pas été scellé dans des contrats d'assurance vie. Donc en fait, c'est eux qui font la problématique de liquidité, c'est pas les petits porteurs. Fondamentalement, s'il n'y avait pas des sommes colossales à sortir d'un coup, on aurait un marché qui serait équilibré. C'est un problème qui a été créé, je trouve, bien avant la baisse, la remontée de taux, donc la baisse des rendements. Et il faut pas oublier que c'est une distribution en SCPI. Donc il faut tous se calmer et dire gardons les SCPI qui sont en bon état. Merci. Gaëla, du coup, pardon, je t'ai interrompu. Nous, on est effectivement, mais je le dis avec beaucoup de modestie, on a créé la SCPI en 2022, donc un moment de marché qui était quand même assez exceptionnel, à la fois en matière d'acquisition et donc de relution de rendement, et avec une thématique extrêmement porteuse qui est la logistique européenne. Donc forcément, ça fait des indicateurs et des fondamentaux qui sont tous au vert, hein, donc ça soit en termes de
de la performance qui s'est appréciée, qui a terminé la fin d'année à 6,21 et qui continue ce chemin-là sur l'année 2024. En termes de valeur de reconstitution qui s'est également appréciée, on n'a pas encore reçu la finalisation des expertises là au 30 juin, mais elles sont bonnes évidemment. Donc tout est évidemment très bon. Et donc, nous collectons chaque mois davantage. C'est vrai que l'année dernière, on l'a pas tellement vendu cette SCPI. On n'était pas tellement sur le marché parce qu'on avait d'autres problématiques à gérer, notamment d'être là en termes de pédagogie pour nos CGP. Mais on s'est bien rattrapé depuis le début de l'année 2024 et ça porte ses fruits en termes de collecte qui est encore une fois croissante. Et je partage ton avis, Benjamin. Elle était déjà croissante, nous, depuis le début de l'année, mais juin, c'est notre meilleur mois depuis la création de la SCPI, donc on est absolument ravis. Nous n'avons évidemment pas de part en attente, puisque nous avons de la collecte nette, comme je viens de le préciser, donc tout va plutôt bien. Après, je partage complètement ce que vient de dire Victor, c'est que la SCPI était un véhicule de distribution, qui a été effectivement accidentellement mis dans un véhicule de capitalisation, enfin dans un outil de capitalisation qui est l'assurance vie. Et donc forcément les assurés de ces contrats voient sur leur reporting des variations. Là où on va dire un associé de SCPI qui reçoit son dividende tous les trimestres va pas forcément faire attention qu'il y a eu une baisse de la valorisation de la part. Et donc forcément, c'est pas du tout la même observation pour l'investisseur. Alors même que c'est un produit de distribution et que les revenus sont toujours versés, voire même sont croissants, et donc cette problématique n'aurait pas dû exister en fait, en réalité. Si on n'était pas sorti de l'aspect patrimonial de la SCPI avec tous les avantages que la SCPI peut avoir et qu'on restait figé sur le rendement et la distribution plutôt que sur la valorisation, dont on va voir qu'elle va reprendre en plus du poil de la bête avec l'inversion de la courbe des taux, ça va tout naturellement avoir le chemin inverse, même si on retournera jamais avec des taux à zéro. Voilà, en parlant un peu moins, je pense que ça aurait été un peu plus favorable au marché. Alors, je te remercie. Avant de passer la parole à Nicolas, moi, je suis assez d'accord avec ça dans le sens où quand un client achète un bien locatif en direct, en fait, il va toucher son revenu. Il va jamais se poser la question de la valorisation puisque tant qu'il ne va pas mettre en vente, il n'aura pas la valorisation de ce bien finalement. Et c'est là où il y a cette différence avec la CPI qu'on appelle la pierre papier, où on va voir ces fameuses valorisations demandées notamment par l'AMF. Si on vient chercher du rendement, quand j'ai un bien en direct, je fais pas la valorisation jusqu'au jour où j'ai besoin de vendre. Et quand je fais ma valorisation, je me rends compte que soit j'ai gagné, soit j'ai perdu 50% de mon investissement. Avec la SCPI, on n'a pas ça, et c'est pour ça que je pense qu'on a encore un énorme travail tous ensemble à faire de pédagogie par rapport au rendement, par rapport à la problématique de valorisation, et que quand on vient acheter de la SCPI, on vient chercher avant tout du rendement. Voilà, chose est dite. Nicolas, de ton côté, voilà, peut-être une différence entre certains véhicules chez vous. Alors oui, effectivement, c'est naturellement des différences puisque j'ai un panel de SCPI très vieille, très jeune. Il y en a une qui a 6 mois, il y en a une qui a 37 ans. Donc des situations diverses et variées. Globalement, j'ai envie de dire comme le marché sur nos SCPI historiques, on a connu un effet de ralentissement de la collecte. Et de monter en puissance des retraits qu'on avait réussi à contenir jusqu'au mois d'octobre. Et puis au mois d'octobre, et c'est le principe de liquidité d'une SCPI à capital variable, on s'est retrouvé avec plus de demandes de retrait que de demandes de souscription. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout au long du premier semestre, on a vraiment eu un pic des demandes de retrait au 4 T23 et puis premier T24, deuxième T24. On est vraiment dans une baisse assez marquée des demandes de retrait. On a retrouvé pour faire simple, on est revenu à peu près sur les niveaux qu'on connaissait avant la crise, quoi. Si on veut l'exprimer de manière un peu simpliste. Donc la logique maintenant, c'est de réussir à réimprimer une dynamique de collecte beaucoup plus forte. Un point positif, c'est qu'on a réussi sur nos SCPI historiques à quand même à entretenir une dynamique de collecte. Je vous prends l'exemple une fois encore d'Immorente où on réussit à entretenir entre 8 et 9 millions d'euros de collecte tous les mois. Donc c'est important et c'est l'occasion aussi de remercier les partenaires qui continuent de nous faire confiance. Donc ça c'est un point important, mais pas suffisamment pour venir absorber un nombre de parts en demande de rachat de telle sorte qu'on a aujourd'hui, on avait au 31/12 effectivement Immorente et Fimo qui se retrouvaient avec des demandes de rachat en attente. On est toujours dans cette situation-là au 30 juin, même si on est sur des stocks qui se sont à peu près stabilisés. Voilà, donc maintenant il faut qu'on arrive
à continuer d'accélérer la collecte pour permettre de venir faire baisser les stocks. On a aussi l'exemple de deux SCPI, alors sur lesquels le niveau de part en attente était pas très très faible. C'est la SCPI Sophie Pierre, la SCPI Morande 2 qui va prochainement changer de nom pour s'appeler Sophie Boutique. Mais là, au 30 juin, c'est des SCPI qui ont retrouvé une liquidité totale. Donc, c'est la démonstration qu'on peut aussi réussir à sortir de cette situation-là. Et puis, des SCPI beaucoup plus jeunes sur lesquels, effectivement, il y a pas matière. On est purement et simplement dans une dynamique de collecte. Voilà. Donc, des situations assez variées. Il est clair que c'est des situations sur les sujets de liquidité qui ne font plaisir à personne, hein. Donc on cherche à traiter ce point-là le plus efficacement possible pour faire en sorte que les associés qui ont besoin de sortir soient traités rapidement. Mais un point qui est essentiel pour nous, c'est il faut que ces associés soient traités, mais pas au détriment des associés qui restent dans le fonds. Et c'est toute la problématique des SCPI, c'est que toute la petite boîte à outils qui existe de mesures, alors qui ne sont aucune d'entre elles n'est une mesure révolutionnaire qui permet en claquant des doigts de réinstaurer de la liquidité. Mais en tout cas, on est très vigilant pour que ces mesures-là, si elles sont mises en place, ne soient pas faites au détriment de ceux qui restent dans le fond. Donc ça, c'est un enjeu aussi important pour nous, puisque on l'évoquait en introduction. Et je partage ce sujet du arrêtons les faux débats, les faux matchs, puisque jeune SCPI sera vieille demain, et c'est tout le mal qu'on souhaite aux jeunes SCPI, c'est de vivre dans le temps. Donc si c'est pour dire moi je suis un jeune et c'est mieux que les vieux, c'est en train de dire aussi que faudra très rapidement te vendre une fois que tu seras ancienne. Donc c'est un non-sens et revenons. Je vais me permettre de paraphraser Victor, mais sur un principe assez simple qui est celui et sain. Au-delà d'être simple, c'est celui de mettre en place des allocations. Voilà, donc c'est un peu les grands enseignements qu'on peut tirer sans rentrer trop dans le détail, parce que sinon je pourrais prendre beaucoup de bandes passantes pour détailler un peu plus sur les 7 SCPI. Mais voilà un peu le paysage global. Et la conclusion, c'est que on réussit à avoir une collecte, elle reste présente, certes moins importante qu'il y a 12 mois. Je pense que ça choque personne puisqu'on est dans une configuration de marché qui est complètement différente. Et l'objectif, c'est de réinstaurer, réanimer, relancer de plus en plus cette collecte, puisque oui, le moment est opportun pour venir lever des capitaux et les investir très correctement de façon à ce que ça soit relutif pour les fonds. Je pense que si je peux me permettre je vais ajouter un truc, c'est qu'il y a une responsabilité assez historique en fait des anciens déteneurs de parts qui en fait ont construit la SCPI et donc le stock d'investissement, et les nouveaux investisseurs aujourd'hui font profiter les anciens investisseurs de taux de rendement plus importants. Donc il faut vraiment qu'il y ait une confiance déjà entre la société de gestion et les porteurs de parts, mais aussi entre eux. Parce que si tout le monde s'en va, on va se retrouver dans un schmilblick qui va pas servir en fait l'investissement commun. Et aujourd'hui, il y a vraiment ce devoir de faire sens entre les anciens et les nouveaux, parce que ça va accompagner les véhicules et il faut tenir les 22 ans qui sont la détention moyenne de parts de SCPI. Et c'est pas un actif comme le disait Gaëla tout à l'heure, qui est un actif de capitalisation, ni un actif boursier. Et tenez les durées de détention que vous vous êtes engagé à prendre, parce que ça distocke le marché et ça nous amène à des situations qui sont parfois catastrophiques pour certains porteurs de parts qui ont réellement besoin de cet argent pour un projet et non pas parce que il y a un effet de stress. Exactement. Merci Victor. Juste pour rappel, les 700 et quelques millions que tu évoquais au premier trimestre, on est autour de moins 60% par rapport au premier trimestre 2023. Donc ça donne quand même en perspective un peu ce qui s'est passé et la baisse assez violente. Et sur un trend tel qu'il est aujourd'hui, on finira l'année entre 3 et 4 millions, c'est-à-dire entre moins 70 et moins 60% par rapport à l'année dernière. Donc c'est assez important de le noter quand même. 3 et 4 milliards. 3-4 milliards, pardon, excusez-moi. Oui, 3-4 milliards, bien sûr, puisqu'on était à 700 millions. Donc voilà. Plutôt 4 milliards, parce que c'était un par trimestre. Ouais. Donc voilà. Donc effectivement, ça met quand même en perspective cette fameuse baisse dont on parlait. Avec, on l'espère, un regain, notamment, en tout cas nous on le constate depuis le mois de juin. Merci à vous. Alors.
On va parler des taux maintenant. Moi, je me rappelle, et Nicolas, on avait fait un webinaire, je sais pas si tu te souviens, mais on évoquait les hausses de taux, enfin les baisses de taux plutôt à venir, puisque suite à une hausse historique jamais connue aussi violemment en aussi peu de temps sur les taux français, mais pas que, mondiaux, on évoquait déjà à l'automne 2023 la baisse des taux. Tout le monde en parlait, c'était la marotte sur les marchés boursiers, sur l'immobilier, tout le monde se targuait de dire c'est bon, les taux vont rebaisser. Alors certains anticipaient premier trimestre, d'autres premier semestre. Bon, il s'avère qu'il y a eu une légère baisse qui a eu lieu au cours du premier semestre, mais finalement assez limitée. Donc ça a baissé moins vite que prévu. Quels ont été les impacts finalement sur le marché? Est-ce que les élections en France, en tout cas sur la partie française, et du coup, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les investissements? Est-ce qu'on doit raisonner que européen ou est-ce qu'il faut aussi raisonner un peu français sur les taux qui risquent de se tendre sur le marché français à cause des élections qui viennent d'avoir lieu? Quels ont été les impacts? Et finalement, je ne sais pas si c'est la question que je dois vous poser tout de suite en corollaire, par rapport à cette problématique de taux qui reste finalement un peu élevée. Les rendements peuvent-ils continuer à monter? Bon, peut-être que c'est une question que je vous reposerai après parce que j'ai 2-3 chiffres à donner par rapport à ça. Donc sur les taux, quelle est votre vision? Gaëlla, tiens, pour commencer. Alors, je crois pas que, enfin, nous on n'avait pas imaginé plus d'une baisse de taux en 2024, donc pour nous c'est assez raccord avec ce qu'on avait envisagé chez Théorème. Alors elle était quand même importante, bon c'est peut-être pas encore suffisant, Benjamin, mais c'est quand même beaucoup comme impact. Mais la problématique c'est qu'il y a eu finalement très peu d'impact sur les taux longs, oui, et que nous dans l'immobilier, ce qui peut éventuellement faire bouger les choses de manière assez significative, c'est les taux longs. Néanmoins, je modère quand même mes propos parce que au mois de mars-avril, les experts et notamment certains experts internationaux et français nous avaient dit que, on va dire juste la première baisse de taux, c'est-à-dire globalement l'inflexion de ces taux par les banquiers centraux suffirait à les faire, on va dire, stabiliser les valeurs à partir du moment, bien évidemment, où ces valeurs sont cohérentes par rapport au marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la prime de risque a bien été reconstituée. Donc en fait, cette seule première baisse de taux a déjà envoyé un message positif aux experts qui ont donc, et on l'a vu nous au mois de juin, commencé à être beaucoup moins, on va dire, dur sur les valeurs à cette période. Donc ça a quand même joué un effet favorable là-dessus. Mais oui, ça va mettre du temps à s'imprimer évidemment sur les taux et donc sur les valeurs. Et donc l'immobilier c'est du temps long et quand on a mis 6 mois à voir les premiers impacts à la baisse, on mettra peut-être 6 mois à voir les premiers impacts à la hausse. En fait, c'est pour ça que je vous parlais de calendrier tout à l'heure et que je vous parlais de ces 2 ans. C'est que ce qu'on a vécu pendant 2 ans, on va revivre la même chose mais dans le sens inverse. À partir du moment où il y aura une inversion de la courbe de taux, c'est pour ça que ce calendrier, il faut s'en souvenir. Et comme ça permet d'avoir une très très bonne visibilité. Et c'est pour ça, et Nicolas le précisait aussi, c'est le moment d'y revenir parce que justement en termes de calendrier, on sait qu'on est enfin au moment de cet atterrissage et que ça n'a jamais été un meilleur moment depuis des années pour rentrer dans ce marché immobilier. On a la vision et on est stabilisé en termes de valeur. Alors, on est stabilisé en termes de valeur. Je rebondis. Faut rappeler quand même que sur 130, 140 SCPI de rendement en 2023, il y en a que 16 qui ont baissé leur prix de part. Donc c'est quand même une petite minorité. Et que certaines avaient augmenté leur prix de part en 2023. Et il y a même certaines SCPI qui ont revalorisé au 1er juillet. Donc ça prouve bien qu'il y a des thématiques, qu'il y a des possibilités de reprendre de la valeur sur ce marché-là. Nicolas, chez vous sur la partie des taux, on en avait parlé il y a un an, donc ce serait drôle de retrouver ce qu'on s'était dit, mais j'imagine que vous avez cette vision un peu et que ça doit corroborer un peu ce que vient de dire Gaëlla. C'est effectivement, je pense que il y a eu un effet, un message envoyé dans cette première petite baisse qui peut être pris comme la fin de la logique de décompression des taux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce qui a fait mal sur les sujets des valos, c'est que les experts immobiliers ont été obligés d'appliquer des décompressions de taux de capitalisation qu'ils utilisaient, avec une fois encore des effets plus ou moins différés. On se rend compte que sur l'Allemagne, ça a peut-être été fait un peu plus tardivement, mais ce signal quelque part de cette au-delà du
du plateau qu'on évoquait fin 23. Maintenant, on a entamé une très très légère baisse, et ça a quand même vocation à venir apporter un peu plus de sérénité sur le marché. Sérénité sur ce sujet, c'est un peu la fin de la décompression des taux, et quelque part, ça peut aussi aider le marché des transactions à reprendre un petit peu plus de vigueur. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et j'ai aussi envie de me tourner vers une petite expertise qu'on a chez Sofidy, c'est sur l'immobilier coté. Gaël a évoqué le timing, effectivement, et c'est important. Il y a eu un temps de réaction, en tout cas un temps de matérialisation de l'impact des valos à la baisse. Il aura certainement lieu à la hausse. Dans l'immobilier coté, on a des valorisations, alors maintenant qui vont être à peu près sur une fréquence assez similaire, mais une foncière cotée a l'obligation de faire des valos tous les 6 mois. On est généralement sur des foncières cotées avec des actifs qu'on peut qualifier peut-être d'un peu plus corps que par rapport à ce qu'on va trouver dans les SCPI, mais quand on analyse ça sur le long terme, on se rend compte qu'il y a toujours un petit effet de décalage. La réaction des foncières cotées, elle est entre 6 et 12 mois, elle intervient 6 à 12 mois avant celle des SCPI. Et ce qu'on s'attend au 30 juin sur les foncières cotées, c'est clairement des hausses de valeur. Pourquoi? Parce que plus de décompression et parce que des effets positifs des indexations. Donc, quand vous avez un taux de capitalisation qui bouge plus, mais que vos loyers augmentent parce qu'il y a des indexations, et ça crée mécaniquement de la valeur. Donc, on va attendre de voir de manière très très concrète quelles seront les publications des différentes foncières cotées, mais ça sera un signal supplémentaire pour venir rassurer le marché, faire la démonstration que on est maintenant sur des valos qui sont quand même globalement stabilisés et que on peut repartir un peu plus sereinement, regarder, affronter demain et se reprojeter, remettre en place des stratégies patrimoniales qui intègrent les SCPI en se disant c'est bon. On est rassuré, on est tranquillisé, on va pas mettre en place une stratégie pour que dans 3 mois on nous dise désolé, au démarrage de cette stratégie il y a un petit à-coup, un petit couac parce qu'on est obligé de dévaloriser le prix de part. Donc voilà, il faut ça prendra du temps, c'est clair. Je m'inscris à 200% dans les propos de Gaëla. On est sur l'immobilier, on peut pas vous dire que l'immobilier c'est du long terme et puis là par un coup de baguette magique ça y est c'est reparti, on oublie tout ce qui s'est passé en 24 mois et puis il suffit d'un webinaire pour se dire c'est de nouveau la fête. Non, on aimerait bien. Ouais, on aimerait tous bien, mais il faut aussi je pense qu'il faut être conscient, il faut être raisonnable et on a traversé des années d'euphorie, donc voilà et tant mieux, hein, on va pas cracher dans la soupe. Et en tout cas, je ne doute pas que cet outil, ce couteau suisse immobilier qu'est la SCPI aura toujours demain une importance et une place dans des constructions d'allocation globale. Ça, j'en suis convaincu et moi, je milite vraiment pour effectivement, la diversification et les allocations d'actifs et 2, les montages patrimoniaux avec l'utilisation de la SCPI qui peuvent prendre tout leur sens et apporter, au-delà de la performance que vous allez générer, bien évidemment, pour les clients sous-jacents, mais des intérêts fiscaux et juridiques aussi. Et la SCPI est un outil très facile à utiliser dans ces montages-là. Ça, c'est vraiment le credo que nous, on essaie de pousser, mais j'en suis archi convaincu et je m'appuie sur vous, bien évidemment, là-dessus. Victor, peut-être pour corroborer, parce que je vais avoir du mal a priori à vous mettre en contradiction tous les 3 aujourd'hui, donc si tu peux corroborer les propos de tes 2 confrères. En fait, tu as posé la question sur les taux et la fiscalité. Donc je vais les taux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous et mon Dieu, que je suis un ancien financier et un nouveau de l'immobilier, donc je rejoins de la diversification globale. Je voulais parler de la fiscalité. Parce que ce qui est assez intéressant aussi dans la manière dont on aborde les rendements, donc la distribution qu'on a eu à ces pays, c'est d'en parler en brut ou en net. Donc tu disais France, Europe. Nous aujourd'hui, on va rester éloigné de la France, même si étonnamment depuis hier, on a vu que l'OAT 10 ans français avait baissé. Voilà, grande question, alors qu'on est dans une inconnue absolument totale. Sur BFM ce matin, il racontait du gris, du blanc et du vert, et qu'on a Powell qui parle en même temps que nous on parlons, ou qu'on parle en même temps qu'il parle. Je sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais donc ça va peut-être donner une indication globale sur l'inflation et
et sur toute la politique. Mais je pense que il faut voir beaucoup plus long terme, et Nicolas le disait, c'est un investissement de temps long, et tant qu'on a une distribution qui est en cohérence avec notre niveau de risque et nos besoins à long terme, il faut y rester. Et c'est la raison pour laquelle, et là je rejoins le passé qu'on avait la dernière fois avec Gaëla, c'est que nous on préfère parler en net, parce que c'est facile d'annoncer, par exemple, nous on a distribué au T1 8,90%. Ça veut tout et rien dire, parce que est-ce que c'est du net ou du brut? Donc c'est du brut, mais donc en net ça fait du 8,05 parce que on est à plus de 80% à l'étranger et on va continuer à renforcer cette poche. Et certains annoncent, mais c'est l'ASPIM qui le dit, et je trouve que c'est une erreur, des taux de distribution à 7, 7,5, mais en brut, avec une poche 100% française. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que il faut parler tous le même langage, poser les bonnes questions et revenir à une diversification. Et sur les taux, nous on pense qu'il y a une stabilisation aujourd'hui du rendement sur les petits actifs qui sont plus liquides, parce qu'il y a une cohérence entre liquidité et flux, et donc taux de rendement. Et sur les gros actifs, personne aujourd'hui n'a les moyens ou l'envie de s'y coller, en tout cas pas nous, parce que c'est illiquide. Donc à quel prix ils vont être achetés, et donc de ce point de vue-là, jusqu'où peut monter le taux de rendement, c'est aussi là la question centrale que nous on se pose, même si on n'y va pas. Alors merci Victor. Alors pour finir le dernier sujet, mais qui finalement découle de ce qu'on vient de dire un peu sur les taux. Donc on a vu que 60% des SCPI ont vu leur rendement augmenter sur 2023. Donc c'est quand même énorme. Et sans évoquer le fait que certaines ont baissé leur prix de part, parce que monter le rendement artificiellement quand on baisse son prix de part, c'est pas la même chose que d'avoir un prix de part stable et de voir le rendement augmenter. Donc je dis bien 60% sans l'image de baisse de prix de part. Est-ce que on peut imaginer que ça va continuer à monter, ou est-ce qu'on serait plutôt sur une stabilisation? Et pourquoi je pose cette question? Parce que encore une fois, j'y reviens, on l'a déjà évoqué, mais je préfère le marteler parce que c'est dans ce travail de pédagogie qu'on doit tous faire aujourd'hui sur le marché de la SCPI. La SCPI est un produit de rendement. On vient chercher du revenu complémentaire. Ça peut fluctuer en termes de prix de part, on l'a vu par le passé, on le reverra peut-être dans le futur, mais quand on est là pour le long terme et qu'on vient chercher du rendement, le job il est fait par la SCPI aujourd'hui et il est bien fait. Et il est d'autant plus bien fait que c'est indexé quand il y a de l'inflation et que donc on a du rendement qui peut augmenter, qui fait que du coup je vais peut-être acheter ma part en nue propriété moins cher parce que l'usufruitier acceptera de payer plus cher sa quote-part. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est parti de rendement. Qu'est-ce qu'il en est chez vous? Est-ce que vous voyez une stabilisation sur 2024? Est-ce que vous voyez plutôt une hausse? Comment vous envisagez la chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole en premier? Est-ce que je décrète moi-même qui prend la parole? Non? Allez, Nicolas, tu commences. On enchaînera par Victor et du coup, on finira par Gaëla. Alors, c'est une question qui peut devenir très vite technique dans la mesure où là où les jeunes SCPI ont un avantage à la période actuelle, c'est qu'elles sont plus agiles, parce que plus petites. Et donc, du coup, acheter des actifs qui ont des meilleurs rendements, ça aura un effet relutif beaucoup plus fort que dans une grosse SCPI. Donc, de manière un peu simpliste, j'ai envie de te dire que une SCPI qui a un patrimoine très important aura plus de mal à augmenter son niveau de distribution qu'une jeune SCPI. Maintenant, le rendement d'une SCPI ne se fait pas que sur ça. Il faut aussi tenir ses taux d'occupation, tenir ses taux de recouvrement, être en capacité, et je l'ai un tout petit peu évoqué en creux, mais si on a la chance d'avoir un patrimoine sur lequel on est capable de faire passer des indexations, et aujourd'hui on est encore sur des indices parce qu'il y a des petits effets de retard qui permettent d'avoir des effets positifs de l'indexation, c'est autant de façons de manières pour faire progresser les recettes locatives des SCPI, réussir à maîtriser les charges, ça reste un point important. Faut pas oublier qu'il y a des charges. Donc, quand on annonce qu'on va faire 2 campagnes d'expertise par an, il faut aussi avoir conscience que ça va coûter de l'argent. Bah oui, bien sûr. Voilà, mais globalement, et en tout cas, nous, c'est notre objectif, je vais dire sur nos anciennes SCPI, c'est d'être à minima sur des niveaux de distribution équivalents à ceux de l'année dernière qui avaient progressé. Et puis de faire au mieux pour aller chercher là aussi une augmentation du rendement. Mais je vais être honnête, on ne sera pas sur un rendement qui va prendre 100 points de base d'une année sur l'autre. Voilà, ça c'est un point qui est important. Et sur des SCPI plus petites et donc
plus flexibles et sur lesquels l'impact est beaucoup plus immédiat, c'est vrai qu'on se rend compte que très très vite un joli coup a des effets assez sympathiques et nous permet d'avoir des prévisionnels de distribution au titre de 2024 tout de suite qui peuvent être en forte augmentation, comme ça a été le cas sur Sophie Dynamic, mais qui est une SCPI qui a été lancée très récemment. Donc forcément, là on prend l'exemple extrêmement opposé. Et je m'inscris et je rejoins parfaitement les propos de Victor quand c'est sur la durée qu'il faut juger effectivement ce parti pris et ce contrat moral de la distribution qu'on a avec les épargnants. Merci Nicolas. Alors Victor, je sais pas si je peux te poser la question parce que quand on est déjà à 8 net, est-ce qu'on peut encore augmenter le rendement? J'en sais rien. Est-ce que c'est un effet temporel, c'est-à-dire que vous prenez pas sur une année pleine, etc., qui fait que vous êtes à ce taux-là ou pas? En tout cas, quid du rendement chez vous? Comment il va évoluer? Est-ce que c'est qu'une question d'affichage comme tu l'évoquais? Comment ça se passe finalement? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est terrible. Je prends un Immorant. Quelle est la performance 2023 d'Immorant? On devait être autour de 4,60, 4,70 si je dis pas de bêtises, Nicolas? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, forcément, quand derrière on affiche un 8, il y a une différence, il y a une dichotomie qui est absolument colossale. Mais encore une fois, on l'évoque, il y a un véhicule qui a 37 ans, qui a plusieurs milliards d'actifs versus un actif récent. Et puis il y a cette problématique d'affichage que t'évoquais Victor, et qui, honnêtement, moi je trouve que l'ASPIM là-dessus, je suis pas forcément, je pense un peu comme toi Victor. La communication qui est faite aujourd'hui, les clients sont perdus parce que on affiche tous un taux brut, et finalement le client il appelle, mais c'est pas ce que j'ai touché en fait. Moi, je vois une rentabilité, je fais mes calculs, c'est pas ce que j'ai touché. Parce que du coup, on les a perdus avec cette histoire de fiscalité étrangère. Donc pour moi, le taux net était beaucoup plus intéressant, en tout cas en termes de communication pour le client final. Bon voilà, la décision est faite et tout le monde communique comme ça. Mais je pense que c'est important de communiquer les deux parce que les clients, en tout cas, et ça c'est du vécu de partenaires, etc., qui comprenaient pas. Il y a un vrai sujet sur cette histoire de taux net, taux brut. Et voilà. Donc Victor, sur la partie rendement, sur la partie taux, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors nous, on a. Et c'est pas un piège que je te pose. Hein. Non, mais on a acheté au meilleur moment, donc on peut difficilement, en termes de distribution, aller plus loin. Ensuite, Nicolas a raison, c'est notre capacité à adapter l'actif à son environnement, à le travailler, à maîtriser les charges, à augmenter les loyers en fonction de l'inflation, qui va nous permettre de le maintenir ou alors de créer de la valeur dans le temps. Je trouve que le meilleur moyen aujourd'hui d'accéder à un taux de distribution qui reste attractif, c'est de faire du versement programmé, de diversifier en termes de classe d'actifs, parce qu'on va avoir des cycles. Donc aujourd'hui, les SCPI de Sophie sur le bureau vont peut-être moins distribuer, et en fait, peut-être qu'elle va avoir aussi après une revalorisation de prix de part, où je connais pas très bien les mécaniques, toutes les SCPI de Sophie, mais on va avoir des classes d'actifs qui vont bénéficier de cycles. Donc aujourd'hui, nous on est diversifié, on va tenir ce taux de distribution 2024 en 2025. Ça c'est presque certain, sauf catastrophe de marché, et on va tout faire aujourd'hui pour aller élargir notre terrain de jeu, et c'est la raison pour laquelle on est très bien conseillé par Catella et l'expérience qu'on a dans le sourcing, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est de bien sourcer. Mais si on source bien, il faut aussi convaincre les investisseurs de nous faire confiance, et en fait je pense que les taux de distribution seront tenus s'il y a de la collecte, parce que c'est maintenant qu'on cristallise la performance future. Et donc de ce point de vue-là, il faut mettre tous ces éléments en jeu, et tu as raison, et je vais lancer un pavé dans la mare. Quid de ce qui va se passer aux Pays-Bas sur la fiscalité? Donc si on continue à afficher en brut, putain, on n'est pas sorti là. Parce que on a eu un call aujourd'hui, je vous enverrai une note avec plaisir, mais c'est un sujet dont on pourra parler. Je suis pas spécialiste actuellement, mais collectons de manière diversifiée, versement programmé, et parlons en net, ça sera beaucoup plus illustrant. Mais ça, je te rejoins, et moi je pense que c'est un travail qu'on doit peut-être tous faire vis-à-vis de la SPIM, c'est de revenir sur ce qui a été fait, parce que honnêtement, c'est à n'y rien comprendre pour les clients finaux. En tout cas, ça c'est du vécu très fort de la part de tous les conseillers. Le taux brut a perdu
tout le monde. Et ça se voulait être une harmonisation de la communication, et on en vient à un imbroglio où plus personne ne comprend rien. Moi, ce que disent les clients finaux, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma poche réellement aujourd'hui. Voilà. Et ce que j'ai dans ma poche réellement, peu importe la fiscalité KTP étranger, c'est le net que je touche sur mon compte. C'est ce qui tombe sur le compte finalement aujourd'hui. Donc, quand il faut leur réexpliquer qu'on doit intégrer la partie fiscale à l'étranger, etc., c'est pas toujours simple. Merci Victor. Gaëla, pour terminer sur cette partie, si je me rappelle, tu m'as bien dit 6,21 l'année dernière, ou 6,23, c'était 6,21 ou 6,23 ? 6,21. Ah, bon, voilà, ça va. Tu vois, j'ai une bonne mémoire. Alors, ça fait qu'une heure, tu me diras, mais Poisson Rouge, je sais pas quel est son temps de perte de mémoire, mais 6,21, est-ce qu'on peut augmenter encore? Est-ce qu'on stabilise? Comment ça se passe finalement? Non, on n'augmentera pas. Non, c'est clairement bien, pas. Voilà, mais si on stabilise, c'est bien. Alors, on stabilise. En fait, je pense qu'on n'est pas, enfin, en tant que gérant de SCPI, je pense pas que c'est Nicolas qui va me contredire. Je pense pas du tout qu'on soit attendu sur des niveaux de distribution de 8 ou 9% par les clients de la SCPI. C'est pas du tout ce qu'ils attendent de nous. Ce qu'ils attendent de nous, c'est justement de la régularité. Donc, tu as raison de dire que ce qui est très important, c'est de verser cette distribution au fil des ans de manière extrêmement régulière, puisque effectivement, un client, quand il vient voir un CGP aujourd'hui, il lui dit voilà, je voudrais 1 000 € de revenus complémentaires par mois. Alors effectivement, Benjamin, tu as raison. Quand il dit 1 000 € par mois de revenus complémentaires pour la retraite, ça s'entend net pour lui. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que cette distribution soit de 1 000 € net, donc fiscalité incluse. Hein. Et donc, il faut que ces 1 000 € soient 1 000 € sur la durée. Donc 8% une année, 7% un autre, 6% c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est pouvoir faire confiance dans son gérant sur la durée. Pour ça, effectivement, il faut faire en sorte d'avoir une bonne allocation diversifiée. Nous, on a choisi une thématique parce qu'elle a des fondamentaux justement extrêmement solides en termes de flux et de création de valeur en capital. Donc on a choisi une stratégie d'investissement qui permet, selon nous, en fait, d'avoir cette harmonisation, cette régularité sur la durée. Mais si aujourd'hui on se prive typiquement d'acheter du bureau entre 8 et 12% en Europe, ça veut dire qu'on prive aussi de 8 à 10%, voire 12% de rendement du bureau qu'on pourrait aujourd'hui aller sourcer en Europe. On le fait pas parce qu'on a choisi cette stratégie thématique. C'est pour nous et ce qui nous semblait le mieux pour, on va dire, compléter l'allocation SCPI des clients du marché, parce que ils avaient investi chez Nicolas sur du bureau et sur du commerce, et sur une autre sur de l'hôtellerie, etc., etc. Donc en gros, il faut diversifier. Et il faut aussi diversifier ses rendements, c'est-à-dire qu'on peut faire du high yield, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Nicolas en a une très belle en portefeuille maintenant, mais je pense que ça doit être une partie de l'allocation. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait créer une nouvelle catégorie de SCPI à la SPIM, qui est la catégorie opportuniste. Parce que quand on verse 7 à 8% de rendement, on n'achète pas la même chose que quelqu'un qui verse 5% de rendement, c'est pas vrai. On n'achète pas les mêmes actifs. Et donc, je pense que c'est important d'être transparent vis-à-vis des clients. Et je pense que c'est très important aussi de bien catégoriser les SCPI. On n'achète pas la même chose quand on achète du bureau à 12% que quand on achète actuellement, avec reconstitution de la prime de risque, du bureau avenue Hoche à 4,5, c'est pas vrai. Donc en fait, il faut quand même réintroduire l'immobilier dans notre discours. On a perdu de vue l'immobilier. Ce matin, je me marrais, j'écoutais une vieille chanson de Schultes, qui est Confidence pour Confidence, et je me la refaisais avec performance. Jean Schultes, pardon. Et je me la refaisais avec performance pour performance. Et c'est vraiment, là, aujourd'hui, c'est la course à l'échalote, quoi. Donc on en perd de vue l'immobilier, on en perd de vue le locataire, on en perd de vue la durée, on en perd de vue plein de choses, en fait. Et, quand je dis, on peut pas faire mieux que 6,21, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on a choisi une stratégie d'investissement aujourd'hui où on est arrivé à un plafond de verre de toute façon sur le marché. Globalement, on achète entre 6 et 8% de rendement à l'acquisition, avant fiscalité, évidemment, du pays en question. Donc non, je pense pas, franchement, qu'on pourra augmenter, en tout cas sur notre classe d'actifs. Par contre, on peut continuer à acheter du bureau à 12%, évidemment, partout en Europe. Aujourd'hui, personne n'en veut, donc c'est une façon très simple de relever le taux de distribution des SCPI. Merci. Je pense qu'il y a rien de pire que de créer un effet richesse positif et ensuite faire le yo-yo avec les détenteurs de parts. Ils veulent une stabilité de la distribution. On est bien d'accord. Et on n'a pas le droit de les décevoir dans le temps, mais on a le droit de les surprendre parfois. Tu reprends ton adage, mais qui est très bon, que j'apprécie beaucoup. Mais je l'adore parce que nous on promet, enfin on vise du 5,5, 6 de distribution dans la durée. Aujourd'hui on est à 8,05, mais ça va pas durer, durer longtemps.
Donc, Par contre, effectivement, voilà, les SCPI étrangères sont tant que la fiscalité reste aussi confiscatoire en France, reste dans l'allocation la possibilité on va dire d'augmenter le revenu net pour l'investisseur. Il peut investir évidemment sur une SCPI française, mais en moyenne, ça va lui permettre d'alléger quand même sa fiscalité parce qu'on est vraiment imbattable au niveau fiscalité quand on est 100% étranger. Alors, est-ce que sur la fiscalité, par rapport à ce qui va se passer, le nouveau gouvernement, on n'en sait rien. Peut-être qu'une réintroduction de l'ISF sera favorable finalement à la SCPI, parce qu'aujourd'hui, certains sortaient de l'immobilier pour partir sur des actifs financiers qui étaient plus taxés. Peut-être qu'ils vont l'être à nouveau, et donc effectivement, ça redonnera aussi un regain d'intérêt à la SCPI. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer, mais je rejoins effectivement ce que tu disais, Victor, et ce que vous avez tous dit finalement. C'est ce besoin de transparence, d'explication, que ce soit sur les rendements, que ce soit effectivement, comme tu le disais Gaëla, quand j'achète du bureau à 8-12% en périphérie de telle ville aux Pays-Bas ou en Belgique ou en Irlande, j'ai pas le même actif que quand j'achète avenue Hoche aux Champs-Élysées ou avenue Kléber. C'est une évidence, et ça, je reste convaincu que aujourd'hui, que ce soit sur les rendements, comme on le disait, sur le net, sur le brut, que ce soit sur les actifs en sous-jacent, etc., il y a ce vrai besoin de transparence, et c'est ça que demandent les clients. Et tant qu'on n'aura pas, finalement, qu'on reviendra pas sur cette transparence, rendement, prix de part, actifs achetés, etc., eh ben on va perdre les clients parce que ils se disent qu'ils ont l'impression, entre guillemets, de se faire avoir, ou en tout cas de pas en avoir pour l'argent, ou d'être perdus parce que c'est pas leur métier. Un ouvrier, un médecin, peu importe, c'est pas son métier, et c'est aux conseillers de les accompagner, et même les conseillers parfois ils y perdent leur latin. Voilà, donc moi je considère qu'il faut vraiment cette transparence. Et c'est là où moi j'invite tous les conseillers à nous challenger au quotidien, c'est que parce que je me mets à la place du conseiller qui voit passer un investissement à Amsterdam à 6% et un investissement à Amsterdam à 9%. Quand on lui présente comme ça, il se dit il y en a un qui sait bien bosser, il y en a un qui bosse mal. En fait, non. Il y a une différence entre être à Amsterdam, à l'intérieur des canaux, et puis à 10 km ou 20 km du centre-ville d'Amsterdam. Exactement. Mais tu fais la même chose à Paris, ils en ont conscience, parce que tu leur dis j'ai acheté n'importe où en banlieue à 5-10 km du centre de Paris, on expliquera une valorisation effectivement versus le QCA, hein, le quartier central des affaires de Paris, où forcément on va pas avoir le même prix, c'est une certitude, mais c'est plus difficile à appréhender à l'étranger. Tu as tout à fait raison, Nicolas. Et dernière chose que je voulais dire, bien évidemment, Jean Schultes, un très grand chanteur des années 80. Gaëla, je te remercie de l'avoir cité. Je te la ferai si tu veux, avec performance pour performance. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, mais je la connais par cœur, donc on peut s'amuser. Écoutez, alors, je vais vous demander un dernier exercice très rapide pour qu'on tienne le timing qu'on s'était promis. 1 minute pour conclure, pour remettre en avant ou votre expertise ou un produit, sera peut-être plutôt pour Nicolas sur la partie produit à mettre en avant, parce que lui, il a forcément un peu plus une gamme un peu plus importante. Victor, si tu peux nous redonner, en 1 minute, brièvement, faire une petite conclusion. UPK, c'est une SCPI qui est adossée à un groupe qui existe depuis plus de 20 ans, qui est accompagné par Catella. Donc, on va connaître les actifs qu'on va acheter et on va pouvoir les accompagner dans le temps, parce qu'on est présent dans 12 pays à travers 30 bureaux. On se veut agile et dynamique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans une diversification chez Wenimo, vous voyez, on était là aujourd'hui avec Gaëla et Nicolas, tout le monde s'entend bien, on veut vraiment vous redonner confiance en l'investissement en SCPI. Donc, si on peut capter un peu de cette confiance, on sera ravis de pouvoir investir et acheter des actifs de qualité, de les travailler dans la durée et de réfléchir aux usages de demain aussi. Parce qu'à terme, il faut savoir les revendre ou garder la valeur. Merci Victor. Nicolas, l'image est figée, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends. Oui. Ah bon, alors l'image est figée, mais on t'entend, donc tu peux faire ta conclusion. Ah, ça y est. Alors, je vais faire une conclusion très très objective, puisque je conclurai en vous parlant d'Imorande 2 qui va d'ici quelques jours être renommée Sophie Boutique, parce que c'est une SCPI personnellement que j'apprécie énormément, une SCPI qui mise 100% sur le commerce de proximité, commerce de centre-ville dans les grandes métropoles françaises, qui a fait une démonstration de très très bonne résilience, et une SCPI qui, à mon sens, doit retrouver, en tout cas, le commerce doit retrouver beaucoup plus de place dans les allocations. Il avait été boudé, mais j'invite les partenaires à essayer de s'y réintéresser. On se tient à leur entière disposition, et pourquoi pas le faire avec
Imorande 2. Donc voilà, c'est un parti pris personnel de pousser cette SCPI que j'apprécie, mais ça sera mes mots de conclusion. Merci Nicolas. Et Gala, du coup, pour finir. Alors Login, donc notre magnifique SCPI, donc 139 millions aujourd'hui de capitalisation à fin juin, qui est la SCPI de la réindustrialisation européenne. Donc on achète des actifs qui participent à la souveraineté productive et logistique et numérique en Europe. Donc je l'ai dit tout à l'heure, 6,21 l'année dernière, on fera la même chose peu ou prou cette année, avec des indicateurs fantastiques, notamment en termes de durée des baux. On achète 100% à l'étranger et donc Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni. On est en train d'ouvrir le Portugal. Voilà, elle est parfaitement sur son marché et dans une classe d'actifs qui va tirer son épingle du jeu, enfin qui commence déjà à tirer son épingle du jeu et qui va continuer à le faire. Donc on se tient à votre disposition avec mon équipe pour vous en parler un peu plus en détail. Merci. Donc une diversification de pays qui nécessite bien évidemment l'aide d'un conseiller pour faire les déclarations fiscales, puisque plus on multiplie les pays, plus il va falloir avoir. Non, on n'est pas d'accord là-dessus avec Nicolas, parce que moi je trouve que c'est aussi simple de faire la 2044, 2047, etc. Il m'a dit que non, c'était quand même pas si simple. Hein, Nicolas? C'est pas si évident que ça. Pour l'avoir pas mal vécu avec les conseillers sur. Non, mais bon, c'est. Moi j'ai regardé l'IFU de Sophie qui est très bien fait. Moi, ça me pose aucun problème. Et le nôtre, il est impeccablement fait et je trouve pas ça plus difficile. Bon, ouais, alors s'il faut en parler aux conseillers, parce que nous, ils nous appellent tous les ans en disant c'est compliqué, vous multipliez les pays, mais bon. Mais en me positionnant à la place de l'épargnant, c'est jamais de plus simple que lorsqu'il est bien accompagné et bien aiguillé, effectivement, par son CGP. Mais tu as tout à fait raison. Et là, je rebondis sur la simplification, encore une fois, et la transparence de communication, etc. Et ce dernier point qu'on évoque, c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que certains IFU sont totalement incompréhensibles, avec même parfois des erreurs, très clairement, sur le traitement des opérations. Je pense notamment à l'Italie, où certains le traitent d'une façon et d'autres d'une autre. Donc, il y a quand même des questions à se poser parfois. Et je reviens sur cette transparence de communication, que ce soit sur le rendement, sur les prix de part, sur les imprimés fiscaux. C'est vraiment un besoin aujourd'hui que les clients ont. Et si on veut retrouver cette confiance dont on parle tous mais depuis des mois, on va avoir besoin de cette transparence, en tout cas, je pense, sur tous les sujets. Merci à tous. Je rappelle que toutes vos SCPI sont bien évidemment éligibles sur la plateforme Wimo. Ça, c'est le point. Le plus important, c'est que j'insiste vraiment, le produit de rendement, la SCPI, tient aujourd'hui sa promesse. Il est là, il fait le job. Vous êtes à disposition des conseillers bien évidemment, vous et toutes vos équipes, pour répondre aux questions des partenaires. Et la nécessité aujourd'hui, c'est de faire de vraies allocations d'actifs. Et quand on voit aujourd'hui ce que vous êtes capable de proposer, de la logistique européenne, Nicolas, tu mettais en avant Imorande 2 sur le commerce de proximité qui a un vrai regain d'intérêt aujourd'hui. Victor, plus sur une allocation d'actifs diversifiée, plus européenne. Il y a une vraie cohérence à faire des allocations d'actifs avec tous vos produits, et ça c'est, je pense, primordial aujourd'hui. Ça permettra de redonner effectivement cette fameuse confiance dont on parle tant et qu'on espère qui reviendra très rapidement. Je vous remercie à tous, vraiment tous, pardon. Je vous remercie pour votre sincérité, pour tous les échanges qu'on a pu avoir, et puis j'espère à très très bientôt sur un prochain webinaire Patrimoine 24 en partenariat avec Wenimo.